Il suffit parfois de quelques secondes pour comprendre qu'un héros a changé. Au début de John Rambo, l'homme que nous retrouvons n'entre pas dans le cadre avec une fanfare triomphale, un drapeau au vent ou une phrase destinée à devenir un slogan. Il vit loin de tout, dans le nord de la Thaïlande, près d'une frontière où les cartes semblent moins importantes que les rivières, les patrouilles et la peur. Il pêche, répare son bateau, forge du métal et capture des serpents venimeux pour gagner de quoi survivre. Rien dans cette existence ne ressemble à une victoire. C'est plutôt la vie d'un homme qui a choisi de disparaître avant que le monde ne lui demande encore de devenir ce qu'il déteste être. Et pourtant, 20 ans après Rambo 3, Sylvester Stallone ramène ce personnage au cinéma avec une idée étonnamment simple. Que reste-t-il de John Rambo lorsque les guerres ont changé, que les ennemis d'hier ont quitté les affiches et que le public ne sait plus très bien s'il doit voir en lui un soldat tragique ou une icône de l'action des années 80? La réponse du film tient dans son regard. Rambo est plus âgé, plus massif, presque minéral. Il parle peu parce qu'il ne croit plus beaucoup aux mots. Il n'attend ni pardon, ni admiration. Il semble avoir accepté que sa seule compétence véritable consiste à traverser la violence et à en ressortir vivant, ce qui n'est pas exactement un cadeau. Cette approche rend le retour immédiatement différent. John Rambo n'essaie pas de faire croire que rien ne s'est passé depuis le dernier épisode. Le temps est visible sur le visage de Stallone, dans sa démarche, dans la lenteur prudente avec laquelle il observe les inconnus. Le film comprend qu'un vétéran ne redevient pas jeune parce qu'une caméra se rallume. Il porte ses souvenirs comme un poids physique. Les images des conflits précédents ne sont jamais très loin, mais elles ne servent pas seulement à flatter la mémoire du public. Elles rappellent surtout que cet homme a vécu trop longtemps au milieu de situations où chaque décision pouvait tuer quelqu'un. Le contexte choisi renforce ce sentiment. L'histoire se déroule alors que la guerre civile en Birmanie, aujourd'hui appelée Myanmar dans de nombreux usages internationaux, reste largement absente des conversations occidentales. Le film s'intéresse au sort des populations Karen, prises entre l'armée birmane et des mouvements de résistance. Dès l'ouverture, des images d'actualité installent un monde où la brutalité ne relève pas de la fantaisie. Dans la version française, cette introduction bénéficie même de la voix de Patrick Poivre d'Arvor. Ce choix ancre le récit dans une forme de présent documentaire, avant que la fiction ne commence réellement. Il faut mesurer ce que représentait cette décision en 2008. Un quatrième Rambo aurait très bien pu se contenter d'un ennemi inventé, d'une mission abstraite et d'une succession d'explosions. Stallone choisit au contraire une crise peu médiatisée, difficile à résumer et sans lien direct avec les grandes préoccupations commerciales du moment. Cela ne transforme pas le film en cours d'histoire, et il simplifie évidemment une réalité beaucoup plus complexe, mais son point de départ demeure clair. Quelque part, des civils souffrent dans l'indifférence, et un homme qui ne croit plus au monde va être obligé de décider si cette indifférence peut encore lui servir de refuge. Ce sont des volontaires humanitaires chrétiens qui viennent provoquer cette décision. Sarah Miller et Michael Burnett appartiennent à un groupe qui veut apporter des médicaments, des soins et de la nourriture de l'autre côté de la frontière. Ils ont besoin de remonter le fleuve Salween et cherchent quelqu'un capable de les conduire dans une région dangereuse. Rambo connaît le terrain, possède un bateau et comprend immédiatement ce qu'il risque. Sa première réaction n'est pas héroïque, il refuse. Pour lui, l'idéalisme de ces étrangers ressemble à une invitation au désastre. Michael présente la mission comme un acte de foi et de solidarité. Rambo, lui, a vu assez de guerres pour savoir que les bonnes intentions n'arrêtent pas les balles. Leur opposition ne porte pas seulement sur le courage. Elle oppose deux manières de regarder le mal. Michael pense que l'on peut entrer dans une zone de guerre sans adopter sa logique. Rambo estime que cette logique vous rattrape, que vous le vouliez ou non. Ce désaccord devient l'un des fils les plus intéressants du film, parce qu'aucun des deux hommes ne possède toute la vérité au moment où ils se rencontrent. Sarah adopte une autre approche. Elle ne traite pas Rambo comme une arme potentielle, ni comme un homme qu'il faudrait humilier pour obtenir son aide. Elle lui parle de vie concrète, de famille et d'enfants qui n'ont pas choisi le conflit. Julie Benz donne à cette conversation une douceur qui tranche avec l'environnement. Sarah ne nie pas le danger,
mais elle refuse l'idée que la peur suffise à justifier l'inaction. Face à elle, Rambo ne devient pas soudain optimiste, quelque chose bouge néanmoins. Peut-être reconnaît-il cette obstination, ou peut-être comprend-il simplement qu'elle partira avec ou sans lui. Il accepte finalement de conduire le groupe. Le voyage sur la rivière installe un calme trompeur. Le bateau avance entre les parois de végétation, et le paysage pourrait paraître magnifique si le silence ne semblait pas constamment annoncer une menace. Stallone filme la jungle comme un espace qui cache tout. On ne sait jamais ce qui se trouve derrière les arbres, au prochain coude du fleuve ou sur la rive. Rambo reste attentif, tandis que les missionnaires essaient encore de croire que leur statut de civil les protégera. Le contraste est presque douloureux. Eux regardent la destination, lui surveillent toutes les façons dont le trajet peut mal finir. La confrontation avec des pirates fluviaux détruit cette illusion. Des hommes armés interceptent le bateau et imposent leurs conditions. Le chef ne voit pas des humanitaires, seulement des personnes vulnérables dont il peut disposer. Rambo tente d'abord de contenir la situation, mais il reconnaît le point précis où la négociation n'est plus qu'un délai avant le pire. Sa réaction est rapide, brutale et définitive. En quelques instants, il élimine la menace et sauve le groupe. Le film ne présente pas ce geste comme un moment joyeux. Il montre plutôt une compétence terrible qui revient sans effort, comme si elle n'avait jamais dormi. Michael est bouleversé. Il reproche à Rambo d'avoir tué, affirme que leur mission ne peut pas être associée à ce genre de violence et lui ordonne pratiquement de faire demi-tour. Cette colère paraît ingrate après le danger qu'ils viennent d'éviter, mais elle révèle la conviction profonde du personnage. Michael veut croire qu'il existe une frontière morale absolue entre son action et celle des hommes armés. Rambo ne cherche pas à se défendre longuement. Il sait ce qui aurait eu lieu s'il n'avait rien fait, et il sait aussi que l'explication ne changera pas la conscience de Michael. Il poursuit le voyage, dépose le groupe, puis repart avec la froideur de quelqu'un habitué à être nécessaire et condamné pour la manière dont il l'a été. Ce passage résume déjà toute la question de John Rambo. Que vaut une morale qui ne peut survivre que grâce à l'intervention violente d'un autre? Et que devient celui qui accomplit cette intervention quand tout le monde préfère ensuite détourner les yeux? Le film ne donne pas une réponse confortable. Il accorde à Michael le droit de détester la mort, mais il refuse de prétendre que son refus aurait suffi face aux pirates. Rambo incarne cette contradiction. Il protège les innocents par des moyens qui l'éloignent encore davantage de la paix qu'il voudrait trouver. Une fois arrivés auprès d'une communauté karen, les volontaires se mettent au travail. Ils soignent, distribuent des médicaments et apportent une présence extérieure dans un endroit où chaque geste ordinaire semble fragile. Ces scènes sont brèves, mais elles donnent un visage aux personnes que le récit veut défendre. Elles permettent aussi de comprendre l'ampleur de l'écart entre la mission humanitaire et la réalité militaire. Les visiteurs pensent offrir un répit. Pour les soldats qui approchent, le village entier n'est qu'une cible et un exemple à imposer aux autres. L'attaque qui suit marque une rupture de ton. Le major Tin et ses hommes détruisent le village avec une cruauté méthodique. Stallone ne cherche pas l'élégance. Le montage devient sec, le son agressif, les mouvements confus. Des habitants tentent de fuir, les volontaires sont séparés et la logique humanitaire qui les avait conduits jusque-là s'effondre devant une force qui ne reconnaît aucune règle commune. Certaines images sont difficiles, volontairement. Le film veut que la violence soit ressentie comme une horreur, même s'il sait qu'il attirera aussi un public venu voir un film d'action. Cette tension a divisé les critiques, et elle reste au cœur de l'expérience. John Rambo montre la brutalité pour condamner l'oppression, mais il utilise ensuite cette même brutalité comme moteur spectaculaire. On peut y voir une contradiction. On peut aussi considérer que Stallone refuse de rendre la guerre propre afin de faciliter le divertissement. Les deux lectures coexistent. Ce qui est certain, c'est que le film ne ressemble jamais à une aventure légère. Même les moments les plus efficaces ont un poids sombre, comme si chaque victoire rappelait tout ce qui n'a pas pu être sauvé. 2 semaines passent sans nouvelles. Le révérend Arthur Marsh vient trouver Rambo et lui annonce que les volontaires ne sont pas revenus. Les ambassades n'apportent aucune solution concrète. Marsh a donc engagé un groupe de mercenaires pour les retrouver. Il ne demande pas à Rambo de mener l'assaut,
seulement de transporter ses hommes jusqu'à la zone. Mais le simple fait que le pasteur revienne vers lui confirme ce que Rambo pressentait depuis le début. Sarah et les autres sont entrés dans un monde où les convictions ne suffisent plus, et lui seul connaît le chemin exact vers ce monde. Les mercenaires forment une petite galerie de professionnels endurcis. Lewis, ancien membre des forces spéciales britanniques, dirige le groupe avec une autorité agressive. Schoolboy est le tireur d'élite, plus calme, capable d'observer avant de juger. Diaz, Reese et Anju complètent l'équipe, chacun avec sa manière de masquer la peur derrière l'humour, la provocation ou la concentration. Ils ne voient d'abord en Rambo qu'un vieux conducteur de bateau. Son silence leur paraît être de la faiblesse, et Lewis supporte mal qu'un inconnu connaisse mieux le terrain que lui. Cette méprise crée une ironie savoureuse sans transformer le film en comédie. Le public sait qui se tient devant eux. Il connaît les guerres traversées par Rambo et la précision dont il est capable. Les mercenaires, eux, ne voient qu'un homme massif, usé, peu disposé à répondre à leurs plaisanteries. Stallone laisse cette tension s'installer. Rambo ne revendique aucun passé glorieux. Il n'a rien à prouver, ce qui le rend encore plus imposant. Quand quelqu'un possède réellement une compétence, il n'a pas toujours besoin de la raconter. Le retour sur la rivière ne répète pas le premier voyage. La lumière paraît plus lourde, la destination n'a plus rien d'humanitaire, et chaque homme à bord sait qu'il entre dans une zone hostile. Rambo les dépose et devrait théoriquement attendre. Un guide Karen accompagne les mercenaires vers le village. Sur place, les traces du massacre donnent une forme concrète à ce que le spectateur a déjà vu. Il ne reste pas seulement des ruines. Il reste le sentiment qu'une communauté entière a été balayée pour rappeler qui détient le pouvoir. À proximité, des soldats organisent un jeu mortel avec des prisonniers et des mines dissimulées dans une rizière. Les mercenaires observent, partagés entre leur mission précise et l'envie d'intervenir. Lewis veut préserver l'objectif. Sauver les personnes présentes pourrait alerter le camp et condamner les otages qu'ils sont venus chercher. C'est un calcul militaire glacial, mais compréhensible. Rambo arrive alors avec son arc. Sans discours, il abat les soldats avant qu'ils puissent exécuter leurs victimes. L'homme que les mercenaires prenaient pour un simple passeur vient de décider que leur mission ne se limitera pas à suivre un contrat. Le choix de l'arc est important. Il relie ce Rambo âgé à l'icône de la série, mais il correspond aussi au terrain et aux besoins de silence. La scène ne repose pas sur la nostalgie seule. Elle montre que le personnage n'a rien perdu de sa lecture de l'espace. Il repère les positions, choisit l'ordre des cibles et agit avant que les autres aient terminé leur discussion. Schoolboy comprend immédiatement ce qu'il vient de voir. Lewis, plus fier, accepte la présence de Rambo parce qu'il n'a plus de raison valable de la refuser. À cet instant, le film change de centre. Rambo n'est plus le conducteur qui observe une mission étrangère. Il entre dans le groupe, puis en devient progressivement la force décisive. Ce mouvement ne vient pas d'un désir de gloire. Il naît de sa rencontre avec Sarah, de la vision du village détruit et d'une vérité qu'il formule depuis longtemps à sa manière. Lorsqu'on vous pousse assez loin, résister devient parfois la seule possibilité restante. Le personnage ne découvre pas qu'il sait se battre. Il découvre qu'il existe encore une raison d'utiliser ce savoir. La mission de nuit dans le camp militaire exploite le silence avant l'explosion. Les prisonniers sont dispersés dans des structures de bois et de bambou. Des gardes circulent, la pluie et l'obscurité compliquent chaque mouvement, et le groupe doit retrouver les survivants sans déclencher une réaction générale. Rambo avance seul vers Sarah, tandis que les mercenaires cherchent les autres. Cette division donne à la séquence plusieurs rythmes. D'un côté, une opération professionnelle menée avec des gestes précis. De l'autre, un homme compte se fondre dans la jungle parce qu'il a passé sa vie à comprendre comment ne pas être vu. Sarah est prisonnière, épuisée, mais encore consciente de ce qui se passe autour d'elle. Rambo la libère avec une économie de mots qui correspond à leur relation. Il n'a pas besoin de lui expliquer pourquoi il est revenu. Sa présence constitue déjà la réponse. Le geste tient presque de la promesse réparée. Lorsqu'il l'avait laissé au village, il savait le danger sans pouvoir imposer sa volonté. En revenant, il ne corrige pas seulement une erreur stratégique. Il refuse que son pessimisme devienne une excuse pour abandonner quelqu'un qui lui avait parlé comme à un être humain. Le retrait se complique rapidement.
Les soldats découvrent les évasions, les alarmes se propagent, et les différents groupes doivent fuir dans une jungle où l'obscurité protège autant qu'elle menace. Schoolboy couvre Sarah à distance et démontre pourquoi son calme le distingue. Les autres mercenaires tentent de ramener les volontaires vers la rivière. La supériorité numérique de l'armée rend l'affrontement direct presque impossible. Tout ce que les personnages ont gagné par la discrétion peut être perdu en quelques secondes. Le lendemain, la chasse se resserre. Tin ne considère pas l'évasion comme une simple défaite. Elle attaque son autorité et il envoie ses hommes avec la certitude que la force finira par résoudre le problème. Rambo, Sarah et Schoolboy se retrouvent séparés du reste du groupe. Les mercenaires capturés sont ramenés vers un endroit où leur exécution semble inévitable. Le film prépare ainsi son grand affrontement final, non pas comme un duel équilibré, mais comme une situation où presque toutes les options ont disparu. Rambo comprend que l'avantage se trouve dans la surprise et dans l'armement lourd déjà installé par l'ennemi. Il approche d'une Jeep équipée d'une mitrailleuse de gros calibre, neutralise son servant et retourne la puissance du camp contre ceux qui la contrôlaient. La bataille éclate alors avec une intensité qui a fait la réputation du film. Les positions sont pulvérisées, les mercenaires saisissent l'occasion de se libérer. Schoolboy trouve ses angles de tir et les combattants Karen rejoignent l'assaut. Pendant quelques minutes, toutes les lignes narratives convergent dans un chaos très lisible. Chacun agit selon la compétence et la conviction que le récit lui a donnée. Ce déferlement ne transforme pourtant pas Rambo en homme heureux. Stallone le filme au poste de la mitrailleuse comme une force de destruction concentrée, presque prisonnière de sa propre efficacité. Son visage n'exprime pas le plaisir, mais une colère ancienne qui a enfin trouvé une direction. Voilà ce que le monde lui demande encore une fois, devenir la chose la plus dangereuse présente sur le terrain. La différence, cette fois, est qu'il a choisi sa cible et qu'il protège des personnes auxquelles il aurait pu tourner le dos. Michael connaît lui aussi un moment décisif. L'homme qui condamnait Rambo, après l'épisode des pirates, se trouve confronté à un soldat qui menace Sarah. Il ne dispose ni de formation ni d'armes adaptées. Il agit pourtant avec ce qu'il trouve, poussé par la nécessité de sauver une vie. Le film ne se moque pas de son pacifisme. Il montre la douleur de sa rupture. Michael comprend physiquement ce que Rambo savait déjà. Une conviction morale peut être sincère, et malgré tout se fracasser contre une situation où ne rien faire revient à laisser mourir quelqu'un. Lewis, de son côté, cesse de voir Rambo comme un obstacle. Leur rivalité s'efface dans l'action, non parce qu'ils deviennent soudain amis, mais parce que la compétence ne peut plus être niée. Schoolboy avait compris plus tôt. Cette évolution discrète évite une longue scène de réconciliation. Dans l'univers de Rambo, le respect passe rarement par les mots. Il se reconnaît dans la personne qui tient sa position lorsque tout s'effondre. Tin tente finalement de fuir. Sa cruauté reposait sur un système où il pouvait décider qui vivait, qui mourait et qui devait avoir peur. Lorsque ce système se retourne contre lui, il ne reste plus le chef tout-puissant, seulement un homme cherchant une issue. Rambo l'intercepte et met fin à sa fuite avec l'arme qu'il a forgée. La scène est brève, dure et symbolique. L'objet fabriqué dans la solitude thaïlandaise devient l'instrument qui ferme la boucle de cette guerre personnelle. Après le combat, le silence possède une qualité étrange. Les survivants se retrouvent au milieu des conséquences, incapables de célébrer comme dans un film d'aventure classique. Des vies ont été sauvées, mais le village ne revient pas, les morts ne se relèvent pas, et la guerre ne s'arrête pas parce qu'un camp a été détruit. C'est une victoire locale, importante pour ceux qui respirent encore, mais minuscule face à l'histoire du pays. Cette modestie donne au dénouement une gravité que les explosions seules n'auraient jamais pu produire. Le changement le plus profond se joue alors loin du champ de bataille. Rambo regarde les personnes qu'il a aidées et comprend peut-être que sa vie ne peut pas continuer éternellement sur cette rive du monde. Sarah lui avait rappelé qu'il restait quelque chose à sauver chez les autres. La mission lui révèle qu'il reste également quelque chose à sauver en lui. Il ne devient pas un homme guéri. Le film est trop lucide pour proposer une transformation aussi facile. Mais il accepte enfin l'idée d'un retour. Dans les dernières images, John Rambo marche sur une route américaine. Le paysage de l'Arizona remplace la jungle
et le bruit de la guerre laisse place à un calme presque irréel. Il approche de la propriété familiale, reconnaît un nom sur une boîte aux lettres et avance vers un passé qu'il avait fui. Ce geste simple constitue peut-être l'acte le plus courageux du film. Combattre, il sait faire. Revenir chez lui, accepter la mémoire, la famille et la possibilité d'être autre chose qu'un soldat. Voilà l'inconnu. La fin répond discrètement au premier film de la série. Dans Rambo, sorti en France sous ce titre alors que son titre original était First Blood, le vétéran revenait dans son pays pour y découvrir qu'il n'avait plus de place. Il était rejeté, traqué, transformé en menace par ceux qui ne comprenaient pas sa blessure. Dans John Rambo, il revient de son propre mouvement. Personne ne le ramène sous escorte. Il choisit la route, et ce choix redonne au personnage une part de liberté que les guerres successives lui avaient prise. Ce mouvement explique pourquoi le titre français est si juste. Le film original s'appelle simplement Rambo, mais la France avait déjà utilisé ce nom pour le premier épisode. John Rambo permet donc d'éviter la confusion, tout en mettant l'accent sur l'homme plutôt que sur la marque. Après les caricatures, les affiches, les muscles et les armes, le récit revient à un prénom et un nom. Il demande au public de regarder derrière l'icône et de voir un individu fatigué, capable de violence, mais encore capable de choisir la direction de ses pas. Pour comprendre comment cette conclusion a pu arriver sur les écrans, il faut remonter bien avant le tournage. Entre le 3e épisode et John Rambo, presque 2 décennies se sont écoulées. Ce silence n'était pas le résultat d'un plan artistique soigneusement préparé. La société Carolco Pictures, liée au premier film, avait disparu. Les droits de la franchise avaient circulé, passant notamment par Miramax avant d'être cédés à Millennium Film et New Image au milieu des années 2000. Pendant ce temps, Stallone répétait qu'il ne voulait pas reprendre le rôle sans une histoire capable de justifier ce retour. Cette hésitation paraît essentielle. Une suite produite uniquement parce que le nom reste célèbre aurait sans doute donné un film plus mécanique. Stallone devait d'abord trouver ce que Rambo pouvait encore signifier. Il travaillait alors à Rocky Balboa, autre retour tardif vers un personnage qui avait façonné sa carrière. Rocky et Rambo sont souvent réunis dans l'imaginaire populaire, mais ils ne répondent pas aux mêmes besoins. Rocky absorbe les coups pour prouver qu'il peut rester debout. Rambo frappe parce qu'il a appris que le monde ne lui laisserait aucune chance autrement. Ramener les 2 hommes exigeait donc 2 formes de sincérité très différentes. Plusieurs pistes avaient existé. À la fin des années 90, un scénario imaginait Rambo confronté sur le sol américain à une milice extrémiste après l'enlèvement d'un membre de sa famille. L'histoire puisait dans le climat créé par l'attentat d'Oklahoma City. Après les attaques de septembre 2001, cette direction a été abandonnée. D'autres projets envoyaient le personnage en Irak, en Afghanistan, au Soudan, en Colombie ou au Darfour. Il fut même question d'une intrigue au Mexique autour d'une jeune fille kidnappée, idée qui réapparaîtrait sous une autre forme bien plus tard dans Rambo, Last Blood. Un autre détour est particulièrement révélateur. Le roman Homefront de Chuck Logan a servi de base possible à une aventure où Rambo serait revenu aux États-Unis, aurait travaillé comme agent chargé de lutter contre la drogue et se serait opposé à des criminels locaux. Stallone jugea qu'il était trop tôt pour ramener son héros chez lui. Il retravailla finalement ce matériau pour le film Homefront, sorti en 2013 avec Jason Statham. Cette transformation montre que les idées abandonnées n'étaient pas forcément mauvaises. Elles ne correspondaient simplement pas au moment intérieur du personnage. La Birmanie a offert la réponse que Stallone cherchait. Selon ses explications, il s'est renseigné auprès de personnes connaissant les conflits armés, a contacté le magazine Soldier of Fortune et s'est tourné vers les Nations Unies pour identifier une guerre particulièrement meurtrière et pourtant peu couverte. La situation birmane revenait dans les réponses. Des producteurs ont visité des camps de réfugiés Karen. Peu à peu, le projet a cessé d'être une suite abstraite. Il a trouvé un lieu, une population menacée et un conflit dont l'invisibilité faisait écho à celle de Rambo lui-même. Ce parallèle donne au film une cohérence profonde. Rambo vit en marge parce que personne ne veut réellement voir ce que la guerre a fait de lui. Les civils Karen souffrent dans un conflit que le reste du monde regarde à peine. L'un et les autres occupent un angle mort. Lorsque le personnage accepte d'agir,
Ce n'est donc pas seulement un héros occidental qui intervient dans un pays lointain. C'est un homme oublié qui reconnaît, dans la douleur d'autres personnes oubliées, quelque chose qu'il comprend intimement. Évidemment, cette intention ne met pas le film à l'abri des simplifications. La politique et l'histoire du Myanmar ne se réduisent pas à un officier cruel et à quelques scènes de combat. Le peuple karen lui-même possède une histoire, des organisations et des expériences diverses qu'un long métrage d'action de moins de 2 heures ne peut pas exposer complètement. La force de John Rambo n'est pas de fournir une analyse exhaustive, elle est d'avoir attiré l'attention d'un public mondial vers un conflit que beaucoup de spectateurs ignoraient totalement. Le projet a longtemps changé de nom, des titres évoquant un œil de serpent, une perle de cobra, une guerre sacrée ou un voyage en enfer ont circulé. Aux États-Unis, Lionsgate annonça même Rambo, To Hell and Back, avant que les réactions ne poussent à revenir à un titre plus direct. Stallone craignait un moment que John Rambo, construit comme Rocky Balboa, fasse croire à une conclusion définitive. Le film sortit finalement sous le nom Rambo dans son pays d'origine, tandis que plusieurs territoires, dont la France, conservèrent John Rambo. Cette histoire de titre révèle l'incertitude générale. Fallait-il vendre une nouvelle aventure, annoncer un adieu ou présenter un portrait? Le film contient un peu des trois. Graham McTavish résumera plus tard le résultat en disant, en substance, que Rambo avait dirigé le film. On le comprend à l'écran. La mise en scène ne cherche pas à plaire par des ornements élégants. Elle avance droit, observe les dangers, garde les émotions sous la surface et explose lorsque la retenue n'est plus possible. Même la beauté naturelle de la Thaïlande est filmée avec méfiance. Une autre caméra aurait pu transformer la rivière et les montagnes en carte postale. Celle de Stallone y voit d'abord des lignes d'approche, des cachettes et des pièges. Le scénario porte les noms d'Ar Monterastelli et de Sylvester Stallone, à partir du personnage créé par l'écrivain David Morrell. Sur le plateau, l'écriture resta vivante. Paul Schulz a raconté que Stallone apportait presque chaque matin de nouvelles pages ou des révisions. Les acteurs incarnant les mercenaires gagnèrent ainsi des échanges et des moments supplémentaires parce que leur interprétation inspirait le réalisateur. Cette méthode pouvait sembler épuisante, mais elle empêchait les personnages secondaires de devenir de simples silhouettes alignées avant la bataille. David Morrell représente une voix importante dans l'histoire de la franchise. Son roman First Blood présentait un Rambo en colère, brisé, dangereux et rempli de dégoût envers lui-même. Les suites avaient progressivement transformé cette figure tragique en héros de spectacle. Après avoir vu John Rambo, Morrell a estimé que le ton de son livre retrouvait enfin une place réelle au cinéma. Il reconnaissait que la violence ne conviendrait pas à tout le monde, tout en appréciant le retour vers un homme épuisé qui est ce qu'il sait faire et sait pourtant qu'il le fait mieux que quiconque. Cette approbation aide à situer le film dans la série. John Rambo n'efface pas les épisodes précédents et ne renie pas leur énergie. Il reprend l'arc, la lame, la survie dans la jungle et l'image du combattant presque invincible, mais il replace ces éléments dans une atmosphère plus proche du traumatisme. Le héros n'est pas invulnérable parce qu'il serait un super-homme. Il continue parce qu'il n'a jamais appris à vivre autrement. Chaque compétence impressionnante possède ainsi un envers mélancolique. Le casting devait servir cette recherche d'authenticité. Stallone ne voulait pas peupler la Birmanie fictive uniquement avec des professionnels jouant la peur ou la guerre à partir de leur imagination. La directrice de casting thaïlandaise Pasiri Pana reçut la mission de trouver de véritables Karens et Birmans, parmi lesquels des réfugiés, d'anciens soldats, des personnes amputées et des victimes de mines. Diriger des non-professionnels qui ne parlaient pas nécessairement la même langue compliquait le travail. Mais leur visage, leurs gestes et leur connaissance de cette réalité apportaient une présence impossible à fabriquer entièrement. La décision avait aussi un coût humain et un risque. Le réseau de surveillance de l'armée birmane inquiétait la production. Il fallait protéger l'identité de certains participants locaux et éviter que leur présence dans un film ouvertement hostile à la junte n'entraîne des représailles. Derrière une scène qui dure quelques secondes se trouvait parfois une personne pour qui apparaître à l'image n'était pas un simple emploi. Cette dimension modifie notre regard. L'authenticité n'était pas seulement une texture visuelle recherchée par un réalisateur,
mais un engagement pris par des gens dont l'histoire rejoignait directement le sujet. Maung Maung Kin, qui joue le Major Tint, illustre cette frontière entre fiction et expérience. Il avait été lié à la résistance Karen et connaissait la réalité du conflit. Accepter le rôle d'un officier cruel pouvait exposer sa famille restée en Birmanie. Il le fit néanmoins, convaincu que le film pouvait rendre visible ce que son peuple subissait. Son interprétation repose moins sur de longues tirades que sur une autorité froide. Tin n'a pas besoin d'expliquer son idéologie. La manière dont les autres soldats anticipent ses ordres suffit à montrer un système fondé sur la terreur. Julie Benz fut choisie pour incarner Sarah, notamment parce que Stallone appréciait son travail dans la série Dexter. Son rôle présentait un défi particulier. Sarah devait être idéaliste sans paraître naïve, vulnérable sans être réduite à une victime et suffisamment forte pour influencer Rambo sans le transformer par magie. Benz joue cette force dans l'attention qu'elle porte aux autres. Sarah ne domine pas les scènes par le volume. Elle crée un espace moral où Rambo se voit rappeler à sa propre humanité. Paul Schulz donne à Michael une raideur initiale qui peut agacer, mais cette raideur rend son évolution crédible. Il serait facile d'en faire un hypocrite destiné à être humilié par le héros. Le film choisit quelque chose de plus intéressant. Michael croit réellement à la non-violence. Son jugement après l'affrontement avec les pirates ne vient pas de la lâcheté, mais d'une peur sincère de perdre le sens même de sa mission. Lorsqu'il est forcé d'agir pendant la bataille finale, ce n'est pas une plaisanterie aux dépens de sa foi. C'est le moment où une idée rencontre une limite tragique. Graham McTavish apporte à Lewis une agressivité utile. Le chef mercenaire doit se tromper sur Rambo sans sembler totalement incompétent. Il connaît son métier, gère une équipe et prend des décisions difficiles. Son défaut est l'orgueil. Il juge l'homme avant d'avoir observé ses capacités. Matthew Marsden, dans le rôle de Schoolboy, équilibre cette énergie avec une réserve presque élégante. Le tireur d'élite parle moins, voit davantage et devient le premier du groupe à reconnaître la valeur de leur guide. Ray Gallegos, Jake LaBotte et Tim Kang donnent aux autres mercenaires des rythmes distincts. Ces personnages ne disposent pas d'histoires personnelles très développées, mais leurs réactions forment une petite société de soldats professionnels. Certains plaisantent, d'autres provoquent, d'autres encore surveillent. Stallone s'était renseigné sur les hommes qui choisissent ce métier, souvent d'anciens militaires incapables de retrouver une place ordinaire. Cette proximité avec Rambo demeure implicite. La différence est qu'eux ont transformé leurs compétences en profession, tandis que lui essaie encore de s'en éloigner. Ken Howard incarne le révérend Arthur Marsh avec une gravité qui évite le mélodrame. Son personnage apparaît peu, mais il fait basculer l'histoire. C'est lui qui revient annoncer la disparition, lui qui a réuni l'argent et les hommes nécessaires lorsque les institutions ne répondent pas. Son choix soulève une question discrète. Jusqu'où une communauté pacifique peut-elle aller pour sauver les siens? Marsh ne part pas combattre, mais il engage des combattants. Le film multiplie ainsi les personnages obligés de négocier avec la violence, même lorsqu'ils préféreraient en rester loin. L'absence du colonel Trotman compte également. Richard Crenna, qui incarnait le mentor de Rambo dans les 3 films précédents, était mort en 2003. James Brolin fut envisagé un temps pour reprendre le rôle, puis Stallone choisit de ne pas remplacer Crenna. Trotman n'apparaît plus que dans les souvenirs. Cette décision respecte l'acteur et renforce la solitude du héros. La seule personne capable de raconter publiquement ce que Rambo était devenu n'est plus là. Il doit désormais décider seul ce qu'il fera de son héritage. Le film est dédié à la mémoire de Richard Crenna et les images anciennes prennent donc une valeur double. Elles appartiennent au passé fictif de Rambo autant qu'à l'histoire réelle d'une équipe de cinéma. Dans une séquence de rêve, on aperçoit même un fragment de la fin, initialement envisagée pour le premier film, celle où le personnage ne survivait pas. Voir cette possibilité abandonnée dans la mémoire d'un Rambo âgé crée un vertige. Toute la série existe parce que cet homme fictif a été autorisé à continuer, mais continuer ne signifie pas nécessairement avoir vécu en paix. Le tournage commence au début de l'année 2007. La production rassemble environ 500 personnes, dont une grande majorité de techniciens thaïlandais et des collaborateurs venus de plusieurs pays. Une telle équipe doit travailler dans différentes langues,
déplacer du matériel lourd à travers des régions difficiles et coordonner effets spéciaux, bateaux, animaux, cascades et centaines de figurants. Le budget, estimé autour de 50 millions de dollars, reste conséquent mais modeste face à l'ampleur recherchée. Chiang Mai sert de base principale. La ville permet d'accéder aux montagnes, aux rivières, aux gorges, aux cavernes et à la végétation dense du nord de la Thaïlande. Une grande partie des prises de vue a lieu près de la frontière birmane, notamment autour de Maengud et de Baan Thap Dua. Des scènes complémentaires sont tournées au Mexique, ainsi qu'aux États-Unis, en Arizona et en Californie. À l'écran, ces lieux doivent se fondre dans un seul espace continu, alors qu'ils se trouvent parfois à des milliers de kilomètres les uns des autres. Le choix de décors naturels donne au film sa texture. Il y a peu de confort protecteur, peu de distance entre les acteurs et la boue, l'eau, la chaleur ou les insectes. Chaque matin, une partie de l'équipe se lève avant l'aube et voyage vers les montagnes pendant plus d'une heure. Les journées se déroulent dans des températures élevées avec une humidité presque totale. La pluie, la grêle, les inondations et les orages compliquent le calendrier. Ce que l'on voit sur les visages ne vient donc pas uniquement du maquillage. Les autorités thaïlandaises avaient demandé que le film conserve une violence raisonnable. Le résultat allait dépasser cette formule prudente, mais la collaboration locale restait indispensable. La société Legend Films aida la production à obtenir les autorisations, les licences d'importation et les documents nécessaires. Certaines scènes se déroulaient dans des parcs nationaux, ce qui imposait des précautions environnementales. Tourner près d'une frontière sensible ajoutait encore une couche de tension. Stallone raconta que des tirs étaient passés au-dessus de l'équipe et que la proximité du conflit n'avait rien d'une abstraction. Le grand camp militaire visible dans la seconde moitié ne fut pas trouvé tout près. Il demanda environ 3 mois et demi de construction sur une surface de plusieurs hectares près de Mai Hor Phra. Une cinquantaine de structures composaient le décor. Baraques de soldats, quartiers d'officiers, cantines, dépôts, tentes, zones de rassemblement et tours de guet. Cette échelle permet à la bataille finale de se déployer sans donner l'impression que les personnages tournent autour des mêmes 3 murs. Le décor devait être assez solide pour accueillir une équipe nombreuse, mais assez destructible pour subir l'assaut. Voilà le paradoxe de la production d'un film d'action. Des artisans passent des semaines à fabriquer des bâtiments que les effets spéciaux vont endommager en quelques secondes. Leur réussite se mesure parfois à la manière dont le public croit que tout était réellement là depuis des années. Franco Giacomo Carbone, responsable des décors, et les équipes locales ont créé un espace lisible, avec des hauteurs, des couloirs et des positions qui donnent à la bataille sa géographie. Pendant plusieurs semaines, des scènes nocturnes furent tournées sous une pluie artificielle. La grande fosse du camp devint un endroit particulièrement éprouvant. Travailler de nuit dérègle les corps. Ajouter l'eau, la boue, les projecteurs, les armes factices et les mouvements coordonnés transforment chaque prise en épreuve. L'obscurité visible à l'écran exige paradoxalement beaucoup de lumière sur le plateau. Il faut éclairer assez pour que la caméra enregistre les visages sans détruire l'impression de nuit. La rivière imposait ses propres problèmes. Des touristes louaient des radeaux en bambou en amont et pouvaient apparaître sans prévenir au milieu d'une zone de tournage. L'équipe devait vérifier que personne ne se trouvait dans l'eau avant les poursuites et les explosions. Un barrage installé pour contrôler le débit produisit parfois un courant plus violent que prévu, endommageant des radeaux fragiles. Cette anecdote résume bien le tournage. Chaque solution logistique pouvait créer un nouveau danger quelques mètres plus loin. Stallone s'entraîna aussi à manipuler les serpents nécessaires aux premières scènes. Des pythons, des cobras et d'autres espèces étaient présents, encadrés par des spécialistes. Certains serpents venimeux utilisés pour les prises avaient été rendus moins dangereux, mais l'exercice restait impressionnant. Le choix de montrer Rambo dans ce commerce n'est pas gratuit. Il présente un homme qui vit littéralement en capturant le danger, le gardant à distance juste assez longtemps pour en tirer de quoi manger. Les cascades demandaient une préparation constante. Julie Benz, qui n'avait pas l'expérience d'un tel film d'action, s'entraîna intensivement avant le tournage afin de supporter les courses, les chutes, la chaleur
et les longues journées. Stallone réalisa lui-même une grande partie de ses actions physiques, malgré l'âge et les risques, tout en laissant une doublure prendre en charge un saut particulièrement dangereux lié à une explosion. Il évoqua plus tard les morsures, les blessures et même un morceau de bambou qui lui avait transpercé le biceps. Le récit de production ressemble parfois presque au journal d'une expédition. Cette dimension physique ne remplace pas les effets visuels, mais elle leur donne une base tangible. Les acteurs courent dans une vraie boue, s'agrippent à de vraies structures et réagissent à de véritables détonations contrôlées. Les compléments numériques amplifient ensuite le danger. Le spectateur peut ne pas identifier consciemment cette combinaison, mais il ressent le poids des corps et la résistance du décor. Dans un cinéma d'action où l'image peut devenir très lisse, John Rambo conserve une rugosité presque ancienne. Stallone cumulait les responsabilités d'acteur principal, de co-scénariste et de réalisateur. Ses partenaires l'ont décrit travaillant 12 à 14 heures, observant les prises, réécrivant les scènes et supervisant la seconde équipe. Julie Benz se souvenait de le voir participer aux tâches les plus ordinaires du plateau avant de passer devant la caméra, puis de revenir immédiatement à la préparation du plan suivant. Cette énergie explique peut-être pourquoi le film donne rarement l'impression d'avoir été conçu par un comité. Une personnalité unique le traverse, avec ses forces et ses excès. La multiplication des caméras servait ce rythme. Sur certaines scènes, 5 appareils enregistraient simultanément l'action, avec le directeur de la photographie Glenn McPherson et le cadreur Vern Nobles. Stallone utilisait des angles très différents, des caméras stabilisées, des systèmes montés sur des véhicules et des dispositifs capables de suivre les mouvements au-dessus des pentes ou au ras de l'eau. Cette couverture offrait au montage beaucoup de matière, tout en évitant de répéter trop souvent des cascades risquées. Filmer plusieurs angles en même temps a un autre avantage. L'énergie d'une prise reste partagée par tous les plans. Dans une conversation calme, on peut répéter une émotion et ajuster chaque cadrage. Au milieu d'une explosion, d'une charge de figurants et d'un véhicule lancé dans la jungle, la seconde tentative ne reproduira jamais exactement la première. Plusieurs caméras capturent donc les fragments du même instant réel. Le montage peut ensuite construire la continuité sans perdre cette spontanéité. Sean Alberson, chargé du montage, devait transformer cette masse d'images en action compréhensible. La bataille finale est extrêmement rapide, mais le spectateur sait généralement où se trouvent Rambo, les prisonniers, les mercenaires et les renforts Karen. Cette lisibilité distingue une séquence intense d'un simple bruit visuel. Même lorsque les plans sont courts, un mouvement, une direction de regard ou une position d'arme prépare le plan suivant. Le chaos paraît incontrôlé pour les personnages, pas pour le film. La photographie de Glenn McPherson contribue beaucoup à cette cohérence. Les premières scènes thaïlandaises utilisent une lumière humide, des verts profonds et des ombres qui semblent absorber les personnages. Le monde de Rambo paraît à la fois vaste et fermé. La jungle s'étend au-delà du cadre, mais chaque sentier réduit les possibilités de fuite. Lorsque l'action se déplace vers le camp, les sources lumineuses deviennent plus dures. Feu, lampes, éclairs et reflets sur l'eau découpent les visages sans leur offrir de véritable sécurité. Le format large permet de placer plusieurs dangers dans une même image. Stallone n'utilise pas toujours l'écran pour montrer un paysage majestueux. Il s'en sert afin de créer une menace latérale. Un personnage peut croire regarder dans la bonne direction alors qu'un mouvement apparaît loin derrière lui. La rivière devient une bande horizontale sans abri. Dans le camp, les lignes des passerelles et des baraques conduisent l'œil vers des positions où un soldat peut surgir. L'espace raconte ainsi la vulnérabilité avant même que l'action ne commence. La palette change dans les dernières minutes. L'Arizona paraît sec, clair, presque paisible après la saturation de la jungle. Ce contraste ne signifie pas que l'Amérique est un paradis. Le premier film a déjà montré le contraire, mais la route offre un horizon que la végétation refusait. Rambo peut voir où il va. Après un récit dominé par les embuscades et les passages étroits, cette profondeur visuelle accompagne son choix intérieur. Pour la première fois depuis longtemps, son chemin n'est pas une fuite immédiate. La réalisation évite souvent les grands mouvements destinés à glorifier le héros. Rambo est imposant, évidemment, et certaines entrées sont conçues pour satisfaire le public.
Pourtant, la caméra le montre régulièrement de dos, isolé dans un cadre trop grand ou presque confondu avec le décor. Son corps n'est pas seulement un symbole de puissance, il devient une forteresse construite autour d'une blessure. Plus il paraît solide, plus on mesure ce qu'il tente de maintenir enfermé. Stallone joue ce paradoxe avec très peu de dialogue. Sa performance repose sur la mâchoire, la respiration, la manière de détourner les yeux lorsque Sarah parle d'espoir. Rambo ne manque pas de vocabulaire. Il manque de confiance dans l'utilité des phrases. Il a vécu des expériences que les mots ordinaires rendent presque abstraites. Lorsqu'il répond brièvement, chaque syllabe semble avoir franchi plusieurs couches de défense. Cette retenue peut paraître rudimentaire si l'on attend un jeu démonstratif. Elle devient expressive lorsque l'on accepte d'observer ce qui n'est pas dit. Le personnage a souvent été imité comme une caricature de force virile. John Rambo s'amuse très peu avec cette image. Sa musculature vieillissante n'est pas présentée comme une solution à tous les problèmes. Elle témoigne d'une discipline et d'une préparation permanente, peut-être aussi d'une incapacité à baisser la garde. Rambo forge, chasse et répare parce que l'immobilité laisserait remonter les souvenirs. Son quotidien ressemble à un entraînement qui ne porte plus ce nom. Le film utilise parfois des visions de son passé. Des fragments des 3 aventures précédentes surgissent, accompagnés par la mémoire de Trotman et par les traces de ceux qui ne sont plus là. Ces images ne fonctionnent pas comme un résumé pour les nouveaux spectateurs. Elles ressemblent à des éclats incontrôlables, à la façon dont un traumatisme peut rapprocher des événements séparés par des années. Pour Rambo, la guerre n'est jamais complètement terminée. Elle change seulement de décor dans sa tête. Ce traitement rend sa décision d'aider Sarah plus complexe qu'une attirance ou qu'un simple réflexe héroïque. Elle représente une voix qui ne lui demande pas d'oublier ce qu'il sait. Elle lui demande de croire que ce savoir peut encore servir à préserver quelque chose. Rambo refuse d'abord parce qu'il pense que le monde ne change pas. Sarah agit parce qu'elle pense qu'une vie sauvée change déjà le monde d'une personne. Le film avance entre ces 2 convictions jusqu'à ce que le héros accepte qu'elle ne s'annule pas nécessairement. Julie Benz évite de transformer Sarah en conscience parfaite. Elle connaît mal le terrain, sous-estime certains risques et appartient à un groupe dont la présence peut attirer le danger. Mais son courage n'est pas faux. Elle traverse la peur sans abandonner son attention aux autres. Même captive, elle ne devient pas seulement un objectif dans le scénario. Son existence continue d'incarner la possibilité d'une relation humaine qui ne soit fondée ni sur le commandement, ni sur la dette. Le rapport entre Sarah et Michael mérite lui aussi de la nuance. Ils partagent le même engagement, mais réagissent différemment à Rambo. Michael protège la cohérence morale du groupe. Sarah cherche à comprendre l'homme qui les conduit. Après la violence des pirates, leur désaccord avec lui n'est pas une simple erreur de scénario destinée à préparer sa revanche. Il montre ce que coûte la protection lorsqu'elle est assurée par quelqu'un que les personnes protégées ne peuvent pas pleinement approuver. Voilà pourquoi la violence du film doit être examinée au-delà de son intensité. John Rambo est effectivement beaucoup plus graphique que les épisodes précédents. Les impacts ont un poids, les explosions touchent des corps vulnérables, et la mythe finale produit des conséquences que le cinéma d'action cache souvent derrière de la fumée. La classification américaine a été restrictive, tandis qu'en France, le film a été interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Dans d'autres pays, certaines versions ont été coupées ou réservées à un public plus âgé. Stallone expliquait ce choix par le manque relatif de moyens et par son désir de rendre le film impossible à oublier. Il plaisantait sur le faible coût du faux sang, mais l'intention dépasse la provocation économique. Il voulait que la guerre paraisse atroce, pas élégante. La question reste de savoir si la mise en scène atteint toujours cette intention. À certains moments, la violence fait ressentir la terreur des civils. À d'autres, son accumulation risque de produire une excitation qui entre en conflit avec le message. Cette ambiguïté n'a pas de solution simple. Retirer toutes les conséquences physiques aurait rendu l'affrontement plus acceptable, mais peut-être aussi plus mensonger. Les montrer avec une telle insistance peut dénoncer l'horreur, tout en offrant au spectacle une puissance qui attire le regard. Le film marche sur cette ligne sans prétendre la résoudre. C'est l'une des raisons pour lesquelles
il demeure plus discuté que beaucoup d'autres suites d'actions. On peut admirer sa franchise et rester mal à l'aise devant certains plans. La différence essentielle se trouve peut-être dans les réactions. Après avoir tué, Rambo ne lance pas de plaisanterie. Les mercenaires ne célèbrent pas chaque impact. Sarah et Michael portent la peur sur leur visage. Le montage ne transforme pas les victimes civiles en simples décorations héroïques, même s'il ne peut pas leur donner à toutes une identité. La bataille finale possède une énergie spectaculaire. Mais elle arrive après une longue démonstration de ce que la force adverse a fait subir aux plus faibles. Le Major Tin concentre cette violence institutionnelle. Il parle peu, et le film ne lui invente pas une psychologie destinée à excuser ses actes. Cette absence peut sembler simplificatrice, mais elle déplace l'attention vers la structure qu'il commande. Les soldats obéissent, les prisonniers anticipent sa cruauté, et l'espace entier du camp reflète sa domination. Tin n'est pas fascinant comme individu. Il est terrifiant parce qu'il représente une autorité devenue pure permission de détruire. Rambo devient son opposé formel. Lui aussi possède la capacité de tuer, mais il vit à l'écart précisément parce qu'il en connaît le danger. Tin utilise la violence pour réduire les autres au silence. Rambo l'utilise finalement pour briser ce contrôle. Le producteur Kevin King parlait d'une violence de représailles, liée à la protection des faibles plutôt qu'à un pouvoir extraordinaire. Le film adopte clairement cette lecture, tout en laissant visible le prix psychologique payé par celui qui accomplit la riposte. Les mercenaires compliquent encore le tableau. Ils sont payés, mais cela ne les rend pas indifférents. Leur contrat leur donne un objectif limité, retrouver les volontaires et ressortir. Lorsqu'ils découvrent d'autres prisonniers, des civils en danger ou des combattants Karen, la mission s'élargit malgré eux. Lewis tente d'abord de conserver la logique professionnelle. Rambo impose une logique morale plus immédiate. Leur opposition n'est donc pas seulement une affaire d'ego, elle porte sur la définition de la responsabilité au milieu d'un conflit. Schoolboy occupe une position intermédiaire. Il reste discipliné, mais sa capacité d'observation lui permet de reconnaître très tôt que Rambo ne réagit pas au hasard. Son arme crée de la distance, alors que le héros agit souvent au contact. Pourtant, les deux hommes partagent une même patience. Ils attendent le moment précis, lisent le terrain et comprennent que le geste le plus spectaculaire n'est pas toujours le plus utile. Leur respect silencieux donne au groupe un équilibre que les provocations de Lewis menaçaient. Le son joue un rôle majeur dans cette expérience. Avant les combats, on entend l'eau, les insectes, les moteurs et les bruits lointains de la jungle. Ces détails construisent une attente. Un silence soudain devient inquiétant parce que l'environnement sonore était vivant. Pendant les affrontements, les armes ne produisent pas toutes le même bruit générique. La différence entre un tir discret, une rafale et la mitrailleuse lourde indique immédiatement comment le rapport de force vient de changer. Le mixage rend la bataille finale presque physique. La puissance sonore de l'arme utilisée par Rambo dépasse les voix humaines et impose un rythme mécanique. Les explosions coupent les mouvements, les cris se perdent, puis certains instants ralentissent ou laissent revenir la musique. Ce contrôle empêche la séquence de devenir entièrement uniforme. Si tout était au volume maximal pendant plusieurs minutes, l'oreille cesserait de distinguer le danger. Les variations maintiennent au contraire la sensation d'escalade. Brian Tyler compose la musique après la mort de Jerry Goldsmith, auteur de l'identité sonore des 3 films précédents. La tâche était délicate, il fallait respecter un thème associé depuis longtemps au personnage, sans produire une simple imitation. Stallone demanda à Tyler d'intégrer l'esprit des motifs de Goldsmith. La partition nouvelle utilise donc cet héritage comme une mémoire musicale, puis développe ses propres textures pour la jungle, l'attente et les combats. L'album réunit 20 morceaux et dure un peu plus de 75 minutes. Cette abondance révèle à quel point la musique accompagne les différentes étapes du récit. Elle ne se limite pas aux thèmes reconnaissables que le public attend. Des passages sombres soutiennent la traversée, d'autres installent la recherche des missionnaires, et la bataille reçoit une ampleur presque funèbre. Tyler sait que triompher trop tôt trahirait le personnage. Même lorsque le rythme accélère, une gravité demeure sous les percussions. Le retour du thème historique vers la fin produit un effet particulier.
Une mélodie connue peut facilement devenir un bouton nostalgique. On l'entend, on reconnaît le héros, on applaudit. Ici, elle accompagne aussi un retour géographique et émotionnel. Lorsque Rambo marche vers la propriété familiale, la musique relie l'homme actuel au jeune vétéran du premier film. Elle ne dit pas que rien n'a changé, elle mesure au contraire toute la distance parcourue. Les costumes de Liz Wolfe suivent la même logique de sobriété. Rambo ne porte pas une tenue destinée à reproduire exactement une affiche ancienne. Ses vêtements sont pratiques, sombres, adaptés au travail et au terrain. Les missionnaires paraissent immédiatement étrangers à l'environnement, sans être habillés comme des caricatures. Les mercenaires possèdent des silhouettes assez distinctes pour rester identifiables dans la nuit. Dans une bataille rapide, cette clarté visuelle est indispensable. Le spectateur doit reconnaître un personnage avant même de voir son visage. Le maquillage et les effets de blessure participent évidemment à la dureté générale. Mais le travail le plus discret se trouve peut-être dans la fatigue. La sueur, la boue et les traces accumulées racontent la durée de l'épreuve. Les personnages ne sortent pas propres d'une scène pour entrer miraculeusement frais dans la suivante. Cette continuité rend le parcours plus crédible. Elle donne aussi à Sarah et Michael une évolution visible, depuis les volontaires préparés, mais encore confiants jusqu'aux survivants marqués par ce qu'ils ont vu. La durée du montage cinéma, environ 92 minutes, impose une narration très compacte. Le film ne s'attarde presque jamais. Certains spectateurs y voient une efficacité admirable. D'autres regrettent que les personnages secondaires et le contexte historique n'aient pas davantage d'espace. Les deux impressions sont justes. John Rambo va droit vers son objectif avec la concentration de son héros. Cette vitesse protège l'attention, mais elle réduit parfois la possibilité de respirer après les moments les plus lourds. Une version longue d'environ 99 minutes a ensuite proposé un agencement légèrement différent et restauré plusieurs scènes supprimées. Présentée notamment au Festival de Zurich, avant sa diffusion et sa sortie en Blu-ray, elle reprend le titre John Rambo dans son générique. Ce montage n'est pas seulement la même œuvre, avec quelques secondes d'action en plus. Il réorganise certains passages, laisse davantage de place aux échanges et modifie légèrement l'équilibre entre le portrait intérieur et l'élan guerrier. Le fait que des admirateurs préfèrent des versions différentes montre la double nature du projet. Le montage cinéma frappe par sa vitesse et sa brutalité. La version étendue offre un peu plus de contexte humain. L'une ressemble davantage à une décharge contrôlée, l'autre laisse apparaître certaines articulations. Aucune ne transforme le film en fresque historique complète, mais leur comparaison permet de voir comment quelques minutes peuvent changer la perception d'un personnage aussi silencieux. John Rambo sort aux États-Unis et au Québec le 25 janvier 2008, puis en France et en Belgique le 6 février. Le calendrier place le film peu après le succès de Rocky Balboa, ce qui nourrit l'idée d'un grand retour de Stallone vers ses créations emblématiques. Le public ne découvre toutefois pas le même ton. Rocky Balboa est chaleureux, mélancolique et tourné vers la transmission. John Rambo est sombre, compressé et beaucoup plus difficile à regarder. Cette différence prouve que Stallone ne s'est pas contenté d'appliquer la même recette à deux marques célèbres. En Amérique du Nord, le film est lancé dans plus de 2700 salles. Il récolte environ 18 millions de dollars pendant son premier week-end et se place en deuxième position. Son parcours américain et canadien atteint un peu plus de 42 millions. À l'échelle mondiale, les recettes dépassent 113 millions de dollars pour un budget annoncé autour de 50 millions. Ce n'est pas un triomphe comparable au plus grand succès de la franchise, mais c'est une performance solide pour une suite tardive, violente et interdite au jeune public. La France rassemble environ 850 000 entrées, ce qui correspond à plus de 7 millions de dollars selon les conversions rapportées à l'époque. Ce chiffre montre que le personnage conservait une réelle popularité, sans dominer l'année. Le marché européen ajoute des résultats notables en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. La sortie connut aussi des obstacles commerciaux. La chaîne Odeon refusa de programmer le film au Royaume-Uni à cause d'un désaccord sur les conditions de location, tandis que la partie francophone de la Suisse ne le diffusa pas normalement pour des raisons juridiques et commerciales.
La vie du film ne s'arrête pas aux salles. Les éditions vidéo trouvent un public important. Aux États-Unis, le DVD et le Blu-ray génèrent ensemble plusieurs dizaines de millions de dollars. Le titre intègre des coffrets consacrés à la série, puis arrive en ultra haute définition. Ce parcours domestique convient particulièrement à une œuvre que les spectateurs aiment revoir pour analyser le montage, comparer les versions ou retrouver une action qui ne dépend pas d'effets liés à une mode passagère. L'accueil critique est beaucoup plus partagé. Sur Rotten Tomatoes, un peu moins de 4 critiques sur 10 sont positives. Metacritic place le film dans la zone des avis moyens ou mitigés, autour de 46 sur 100. Les journalistes reconnaissent souvent la capacité de Stallone à mettre en scène l'action et la force de sa présence, mais beaucoup reprochent au récit son rythme inégal, sa simplicité et surtout l'excès de violence. Les mots employés dans certaines chroniques sont eux-mêmes très durs, comme si le film obligeait chacun à définir son seuil de tolérance. En France, la presse recensée par Allociné lui accorde actuellement une moyenne proche de 2,6 sur 5, à partir d'une vingtaine de critiques. Les spectateurs se montrent plus favorables, avec une note autour de 3,3. Cet écart n'a rien d'exceptionnel pour le cinéma d'action, mais il est révélateur. Une partie du public accepte la simplicité du récit parce qu'elle correspond à la franchise et apprécie l'engagement total de Stallone. La critique professionnelle tend davantage à interroger le regard politique, la répétition et la fonction du spectacle sanglant. Le public nord-américain, interrogé à la sortie, lui attribue pour sa part une appréciation située dans le haut de l'échelle. Cela suggère que les personnes ayant choisi leur séance recevaient largement le film qu'elles attendaient. La campagne promettait un retour sans compromis, et le résultat ne trompait pas sur son identité. Le problème n'était donc pas un décalage entre la publicité et l'œuvre. Il se trouvait dans la nature même de cette proposition. Jusqu'où peut-on pousser l'horreur tout en restant dans le cadre d'un divertissement populaire ? Certains avis positifs ont salué l'absence d'ironie. À une époque où de nombreuses résurrections de franchises prennent soin de plaisanter sur leurs héros vieillissants, John Rambo ne s'excuse pas d'aimer son personnage. Il ne prétend pas non plus qu'il est resté jeune. Le critique du New York Times observait que Stallone présentait la dimension mythique de Rambo sans distance moqueuse. Cette sincérité peut désarmer, même lorsque l'on résiste au film. Rien ne semble conçu pour protéger ses auteurs derrière un clin d'œil. D'autres commentateurs ont rapproché le Rambo vieillissant de figures interprétées autrefois par Humphrey Bogart ou Clint Eastwood, des hommes dont le corps et le visage portent déjà le voyage avant que l'intrigue ne commence. La comparaison avec Impitoyable est particulièrement intéressante. Les deux films questionnent un spécialiste de la violence qui voudrait croire à sa retraite, puis se retrouve ramené vers ce qu'il sait faire. Les intentions et les styles diffèrent, mais le malaise vient du même endroit. Le talent du héros est inséparable de ce qui l'a détruit. Les reproches politiques méritent d'être entendus. Un film américain qui place un combattant occidental au centre de la souffrance asiatique risque toujours de réduire les populations locales au rôle de victimes attendant leur sauveur. John Rambo tente de limiter ce problème en montrant la résistance karen et en intégrant de véritables réfugiés ou anciens combattants. Pourtant, l'affiche, le récit et la bataille restent organisés autour de Stallone. Cette contradiction ne disparaît pas grâce aux bonnes intentions. On peut néanmoins noter que Rambo ne gagne pas seul. Les mercenaires, les volontaires et les combattants karen jouent tous un rôle dans l'issue. L'arrivée de la résistance pendant la bataille change l'échelle de l'affrontement. Le héros ouvre une brèche et retourne une arme décisive, mais il ne libère pas un pays. La guerre continue après son départ. Le film conserve ainsi une limite à son pouvoir, même si son langage spectaculaire donne naturellement à sa présence une importance immense. L'œuvre reçut peu de distinctions traditionnelles. Elle obtint un prix de bande-annonce pour l'originalité de son affiche et fut citée pour sa bataille finale dans une récompense populaire consacrée au cinéma de genre. Cette discrétion dans les palmarès était prévisible. John Rambo ne recherchait ni le prestige académique ni la respectabilité. Sa réussite devait se mesurer autrement, dans sa capacité à réinstaller un personnage, à provoquer une discussion et à survivre au-delà de sa première exploitation.
La réaction la plus importante n'est peut-être venue ni des critiques, ni du box-office. Le gouvernement birman interdit le film et les vendeurs officiels ne pouvaient pas le distribuer. Des copies clandestines circulèrent malgré tout. Pour une œuvre construite autour d'un conflit invisible, cette diffusion souterraine possède une force symbolique. Le public directement concerné ne découvrait pas le récit dans les conditions confortables d'une grande sortie, mais par des réseaux capables de contourner la censure. Le groupe de jeunes opposants Generation Wave copia et partagea le film comme outil de protestation contre l'armée. Des membres de la résistance Karen expliquèrent qu'il avait renforcé leur morale. Une phrase prononcée par Rambo sur le choix entre une vie vide et une mort chargée de sens fut reprise comme mot d'ordre. Stallone déclara que cette appropriation comptait parmi les moments dont il était le plus fier dans sa carrière. Le film dépassait soudain l'espace pour lequel il avait été conçu. Cette histoire doit être racontée avec prudence. Une œuvre de fiction ne résume pas le combat d'un peuple, et une formule spectaculaire ne remplace pas les témoignages, la diplomatie ou l'action humanitaire. Pourtant, la circulation du film prouve que ces images n'ont pas été reçues partout comme une simple aventure américaine. Des Birmans vivant à l'étranger ont aussi salué la représentation de l'oppression militaire. Leur approbation ne rend pas chaque choix irréprochable, mais elle empêche de réduire l'ensemble à une exploitation vide. Le cinéma populaire possède parfois cette capacité étrange. Il simplifie pour être compris rapidement, amplifie pour être ressenti, et atteint ainsi des personnes qu'un rapport détaillé ne toucherait jamais. Le risque est évident, l'émotion peut remplacer la connaissance. La possibilité l'est aussi, l'émotion peut donner envie de connaître. Après John Rambo, certains spectateurs ont cherché qui étaient les Karens, où se trouvait la Birmanie et pourquoi cette guerre durait depuis si longtemps. Cette curiosité constitue déjà un effet culturel réel. Le film arrive également à un moment particulier de la carrière de Stallone. Après une période où son statut semblait appartenir davantage au passé, Rocky Balboa avait rappelé qu'il pouvait écrire un personnage vieillissant sans le ridiculiser. John Rambo confirme ce retour par une voix opposée. L'un réconcilie un boxeur avec le temps, l'autre confronte un soldat au fait que sa fonction la plus sombre reste intacte. Ensemble, ils préparent la nouvelle phase de sa carrière et l'arrivée prochaine d'Expendables. On retrouve dans ces deux œuvres une volonté de reprendre le contrôle du récit public. Pendant des années, Rocky et Rambo avaient servi de raccourci pour parler de Stallone, souvent avec affection, parfois avec condescendance. En les revisitant lui-même, il refuse que leurs images restent figées dans les années 80. Il ajoute l'âge, le regret et la conséquence. Il ne demande pas au public d'oublier les icônes. Il lui demande de regarder ce que les icônes sont devenues. John Rambo occupe ainsi une place singulière dans la saga. Le premier film reste un drame de vétérans, tendu et relativement intime. Le deuxième transforme le personnage en instrument de réparation nationale, renvoyé au Vietnam pour gagner symboliquement une guerre perdue. Le troisième amplifie encore le spectacle dans le contexte afghan de la fin de la guerre froide. Le quatrième reprend cette échelle guerrière, mais la traverse avec la noirceur du commencement. Cette combinaison explique pourquoi tant d'amateurs le considèrent comme l'épisode qui réunit les deux visages de Rambo. Il possède l'efficacité du combattant presque mythique, capable de changer le cours d'une bataille, et le désespoir de l'homme qui ne sait pas vivre avec cette capacité. Les suites précédentes insistaient surtout sur ce qu'il pouvait faire. John Rambo s'intéresse de nouveau à ce que cela lui coûte. L'action ne disparaît pas, elle retrouve une blessure autour d'elle. Le passage du temps améliore aussi certaines idées. En 2008, voir Stallone ramener deux héros célèbres pouvait sembler relever d'une nostalgie commerciale. Les années ont montré que le cinéma entier allait multiplier les suites tardives et les retours de personnages historiques. Comparé à beaucoup de ses projets, John Rambo paraît étonnamment peu sentimental. Il offre les signes attendus, mais ne construit pas un musée de référence. Il avance comme si le héros avait réellement vécu pendant l'absence de la caméra. La nostalgie existe, bien sûr. L'arc, le couteau, le thème musical et les souvenirs de Troutman parlent directement aux admirateurs. Mais chacun de ces éléments remplit une fonction présente. L'arc permet le silence. La lame naît du travail solitaire du héros. La musique accompagne son retour.
Troutman rappelle une relation perdue. Le film ne s'arrête pas pour annoncer ses références. Il les laisse agir dans le récit, ce qui les rend plus émouvantes. Son influence apparaît dans la manière dont des films d'action ultérieurs traiteront leurs vedettes vieillissantes. Il devient acceptable de montrer les années sans renoncer à la puissance. Le corps peut rester impressionnant tout en portant une fatigue. Le héros peut gagner sans effacer sa mélancolie. Stallone n'est évidemment pas seul à explorer cette voie, mais John Rambo offre un exemple très direct de ce modèle avant que le retour tardif ne devienne une catégorie presque permanente d'Hollywood. Le regard porté sur la violence a lui aussi évolué. Certains spectateurs habitués aux images numériques très abondantes trouvent aujourd'hui la bataille finale encore plus frappante, justement parce qu'elle combine décors physiques, cascades, figurants et compléments visuels. D'autres la jugent plus difficile à accepter avec le recul. Le film n'est pas devenu doux. Il conserve la capacité de mettre mal à l'aise, et cette résistance au confort fait partie de sa longévité. Stallone lui-même a continué de défendre l'œuvre. Des années plus tard, il l'a cité parmi les films dont il était le plus fier et comme l'un de ses meilleurs travaux d'action. Il insistait sur sa vérité à propos de la guerre civile et sur la difficulté de faire accepter une telle intensité aux distributeurs. Que l'on partage ou non son jugement, cette fidélité montre que John Rambo n'était pas pour lui une simple commande entre deux projets plus personnels. Il existe une honnêteté presque têtue dans cette fierté. Le film a été attaqué exactement là où il refuse de céder, son excès, sa brutalité, son absence de distance. Stallone ne répond pas en prétendant que les critiques n'ont rien compris. Il maintient que la violence correspondait au sujet tel qu'il voulait le montrer. Cette position n'annule pas les objections, mais elle confirme la cohérence d'un choix artistique, assumé depuis l'écriture jusqu'au montage final. La suite, Rambo, Last Blood, sortira en 2019 après de nombreux projets abandonnés. Son existence modifie rétrospectivement la promesse de la fin de John Rambo. La marche vers la maison n'est plus le dernier plan de toute la série, mais elle reste peut-être sa conclusion émotionnelle la plus complète. Last Blood explorera ce qui arrive après le retour. Le film de 2008, lui, conserve le moment pur où revenir paraît encore possible. Avant cette suite, plusieurs idées avaient circulé, dont une histoire où Rambo aurait affronté une créature génétiquement modifiée et une autre conçue comme un thriller plus proche de First Blood. Ces hésitations montrent combien le personnage résiste aux cadres ordinaires. Le placer dans une aventure trop fantastique risque de perdre sa douleur humaine. Le ramener dans une petite ville rappelle inévitablement le premier film. John Rambo avait trouvé un équilibre rare en lui donnant un nouveau conflit sans effacer son origine. Son origine remonte au roman de David Morrell, publié au début des années 70. Le nom de Rambo est devenu beaucoup plus célèbre que le livre, au point d'entrer dans le langage courant pour désigner une personne qui fonce seule et lourdement armée. Cette simplification culturelle oublie souvent que le personnage naît d'une fracture, celle d'un vétéran incapable de retrouver une place dans le pays pour lequel il s'est battu. Le film de 2008 rappelle cette racine sans la réciter. L'homme qui capture des serpents au début n'est pas seulement un guerrier en attente de scénario. Il s'est construit une société minimale où personne ne peut le rejeter parce qu'il ne demande presque rien à personne. Son bateau, sa forge et son abri forment un monde contrôlable. Sarah introduit une obligation qui ne vient ni d'un ordre militaire, ni d'un gouvernement. Elle lui demande de choisir librement une relation avec les autres. C'est précisément pour cela que sa demande atteint un endroit resté vivant. Le mot liberté prend alors un sens différent. Rambo a longtemps confondu l'absence d'attache avec la liberté, parce que les attaches pouvaient être perdues, trahies ou utilisées contre lui. Mais sa solitude thaïlandaise ressemble aussi à une prison sans gardien. Il peut partir quand il veut, seulement il ne va nulle part. À la fin, la route d'Arizona ne le libère pas de son passé. Elle le libère provisoirement de l'obligation de le fuir. Cette évolution ne dépend pas d'une romance. Sarah et Rambo ne sont pas promis l'un à l'autre, et le film a raison de ne pas imposer cette solution. Leur lien est plus simple et peut-être plus précieux. Elle voit un homme là où d'autres voient un passeur inquiétant ou une arme utile. Il voit en elle un courage que son cynisme ne parvient pas à détruire. Ils se rendent mutuellement une possibilité.
agir sans naïveté pour elle, espérer sans honte pour lui. Michael participe à cette reconstruction d'une autre manière. Son conflit avec Rambo oblige le héros à rencontrer un jugement moral qu'il ne peut pas balayer entièrement. Être efficace ne signifie pas être innocent. À l'inverse, l'épreuve de Michael montre qu'être pacifique ne garantit pas de rester extérieur à la violence. Les deux hommes ne fusionnent pas leurs visions. Ils quittent l'histoire avec une compréhension douloureuse de ce que l'autre portait depuis le départ. Même Lewis agit comme un miroir. Il représente ce que Rambo pourrait être s'il avait transformé toute son identité en métier. Un professionnel entouré d'hommes semblables, payé pour entrer dans les zones où les autres refusent d'aller. Mais Lewis a encore besoin d'affirmer son rang, de commander et de provoquer. Rambo a dépassé ce besoin. Il ne recherche plus le statut du meilleur. Sa supériorité devient visible précisément parce qu'il ne la réclame pas. Schoolboy reflète une possibilité plus apaisée. Il observe, attend et intervient sans mépris inutile. Son professionnalisme n'est pas confondu avec l'agressivité. Dans un autre film, il aurait pu devenir le rival technique du héros. Ici, il devient presque un témoin privilégié. Son regard confirme silencieusement au public que la légende existe, mais il reconnaît aussi l'homme derrière elle. Ce respect sans idolâtrie convient parfaitement au ton général. La structure entière repose sur des passages de frontières. Il y a la frontière physique entre la Thaïlande et la Birmanie, franchie d'abord pour aider puis pour sauver. Il y a la frontière morale entre le refus de tuer et l'obligation de protéger. Il y a celle qui sépare le mercenaire du soldat, le mythe de l'homme et l'exil du retour. À chaque passage, un personnage perd une certitude. Le fleuve devient ainsi plus qu'un itinéraire. Il transporte chacun vers une version moins confortable de lui-même. Le bateau de Rambo possède dans ce cadre une valeur particulière. Au début, il lui permet de vivre entre les mondes sans appartenir à aucun. Il peut conduire d'autres personnes, puis revenir seul. Lorsque les missionnaires demandent son aide, ce véhicule neutre devient le premier lieu du débat moral. Après leur capture, il devient le chemin du rattrapage. Rambo ne possède pas un foyer, mais il possède un moyen de traverser. Il lui faudra toute l'histoire pour choisir enfin une destination où rester. La forge offre une image complémentaire. Travailler le métal demande de chauffer, frapper, refroidir et recommencer jusqu'à obtenir une forme résistante. Rambo s'est traité de la même façon pendant toute sa vie. Chaque guerre l'a durci, chaque perte l'a refermé. La lame qu'il fabrique représente cette discipline, mais aussi le danger d'un homme qui ne sait se concevoir que comme un outil. En rentrant chez lui, il tente peut-être de devenir autre chose que ce qu'il a forgé. Les serpents, eux, évoquent un danger contenu mais jamais apprivoisé. Rambo peut les saisir, les vendre et prévoir leurs réactions. Les êtres humains sont plus compliqués. Sarah peut le surprendre par sa confiance, Michael par son jugement, Lewis par son orgueil et les villageois par leur vulnérabilité. Le héros maîtrise mieux un cobra qu'une conversation sincère. Ce décalage donne aux premières scènes une ironie discrète et annonce la véritable difficulté de son parcours. La jungle fonctionne enfin comme la forme extérieure de sa mémoire. Elle est dense, humide, pleine de chemins invisibles. Rambo sait s'y déplacer parce qu'il connaît ce type de confusion. Les autres s'y perdent ou font du bruit. Lui utilise chaque ombre. Lorsqu'il quitte ce paysage pour une route ouverte, le film passe d'un esprit fermé sur ses souvenirs à une perspective où l'avenir redevient visible. La métaphore reste simple, mais la simplicité correspond au personnage. Cette clarté symbolique explique l'accessibilité du film. Il n'exige pas un vocabulaire théorique pour parler du traumatisme, de la responsabilité ou du retour. Il transforme ses idées en gestes, accepter un voyage, revenir chercher quelqu'un, prendre une arme, puis marcher vers une maison. Le public peut suivre l'action sans analyser chaque motif. Ceux qui souhaitent regarder plus profondément découvrent néanmoins une construction plus réfléchie que la réputation du personnage ne le laisse parfois croire. La brièveté renforce cette impression. Avec davantage de scènes, le film aurait pu détailler la vie des volontaires, la politique locale ou l'histoire de chaque mercenaire. Il aurait aussi risqué de perdre la concentration qui le définit. Stallone choisit le mouvement direct. Cette économie correspond à la manière dont Rambo pense. Identifier le danger, mesurer les options et agir. Les nuances existent moins dans les explications que dans les contradictions entre les gestes.
Il faut aussi reconnaître ce que le film ne réussit pas complètement. Certains personnages Karen restent trop peu individualisés. Le Major Tin est une figure de terreur plus qu'un être complexe. Les volontaires secondaires disparaissent derrière Sarah et Michael. La représentation politique manque parfois de contexte et l'intensité peut écraser l'émotion qu'elle cherche à produire. Ces limites ne sont pas des détails, surtout pour une œuvre qui revendique un lien avec une souffrance réelle. Mais un jugement équitable doit regarder l'ambition autant que les défauts. John Rambo aurait pu choisir une intrigue sans risque, tourner dans des décors confortables, et traiter le retour comme une fête nostalgique. Il préfère une guerre peu connue, engage des personnes liées à cette histoire, installe son équipe dans des conditions difficiles et présente son héros comme un homme profondément abîmé. Le résultat reste imparfait, mais il n'est jamais paresseux. Sa sincérité se trouve peut-être dans cette absence de sécurité. Stallone met en jeu son image, son corps et son goût pour un cinéma frontal au moment où beaucoup le considéraient comme une vedette d'une autre époque. S'il avait échoué, le film aurait pu confirmer toutes les caricatures. Au lieu de se protéger par l'humour, il avance avec un sérieux total. Cette confiance donne au projet une personnalité que même ses détracteurs reconnaissent généralement. Pour le public français, le doublage ajoute une autre couche de continuité. Alain Dorval retrouve la voix française, associée à Stallone et à Rambo. Ce timbre grave fait partie de la mémoire collective de plusieurs générations de spectateurs. Entendre cette voix plus âgée, accompagnée à un visage transformé par le temps, renforce le sentiment de retrouvailles. La version française n'est pas seulement une traduction pratique, elle appartient à l'histoire culturelle du personnage en France. Le choix du titre John Rambo contribue au même phénomène. Il distingue clairement ce chapitre du Rambo de 1982, tout en donnant au retour une gravité de portrait. Prononcer le nom complet retire un instant le personnage à la caricature. Ce n'est plus seulement un Rambo, expression devenue synonyme de machine de guerre. C'est John, un homme avec une famille, un père, une adresse possible et une histoire antérieure aux missions. La dernière boîte aux lettres devient alors un objet d'une puissance inattendue. Après les armes lourdes, les camps et les explosions, le film s'arrête sur un signe domestique. Un nom écrit suffit à relier le héros à quelque chose qui existait avant la guerre. Aucun dialogue ne nous garantit ce qu'il trouvera au bout du chemin. Le geste compte plus que le résultat. Rambo accepte d'approcher la question au lieu de rester à l'autre bout du monde. Cette retenue protège la fin de toute facilité. Il n'y a pas de grande réunion familiale montrée à l'écran, pas de pardon immédiat, pas de promesse que les cauchemars cesseront. Un homme marche, c'est tout, et c'est énorme. Le film comprend qu'après une vie passée à survivre, commencer à vivre ne peut pas être résumé en une scène parfaite. Il peut seulement être indiqué par une direction. Revoir John Rambo aujourd'hui, c'est donc rencontrer deux films en même temps. Le premier est un récit d'action d'une efficacité redoutable, court, violent et construit pour faire monter la tension jusqu'à une bataille mémorable. Le second est le portrait d'un vétéran qui a transformé son traumatisme en solitude et découvre que cette solitude ne le protège plus. Les deux dimensions se heurtent parfois. Elles se donnent aussi mutuellement une intensité que chacune n'aurait pas seule. Sans le spectacle, le portrait risquerait de rester immobile. Sans le portrait, le spectacle ne serait qu'une démonstration technique. La force du film vient du moment où l'on comprend que chaque compétence admirée par le public est une raison supplémentaire pour laquelle Rambo ne trouve pas sa place dans une vie ordinaire. Il sait lire une embuscade, disparaître dans la forêt et utiliser presque n'importe quelle arme. Mais il doit réapprendre à frapper à une porte. C'est peut-être là que se cache la vraie victoire. Le camp détruit met fin à une menace immédiate, sauve les volontaires et offre un répit aux combattants Karen. Pourtant, Rambo a déjà remporté de nombreux affrontements sans se libérer de lui-même. La marche finale accomplit quelque chose que les armes ne pouvaient pas obtenir. Elle ne supprime ni la culpabilité ni la mémoire. Elle affirme seulement que le passé n'aura pas le dernier mot aujourd'hui. Le film laisse aussi une question aux spectateurs. Que demandons-nous à nos héros lorsqu'ils vieillissent? Voulons-nous qu'ils répètent exactement les gestes qui nous ont autrefois impressionnés ou acceptons-nous de voir ce que ces gestes leur ont coûté? John Rambo offre les deux.
puis nous oblige à sentir la contradiction. Il satisfait l'attente d'action, tout en montrant un homme qui préférerait ne plus être défini par elle. Cette question vaut au-delà du cinéma. Les sociétés célèbrent facilement les figures capables de les protéger, mais elles savent moins bien accueillir ce que ces personnes deviennent ensuite. Le premier Rambo parlait déjà de cet abandon. Le quatrième montre les années produites par l'absence de réponse. Le héros s'est adapté, il a survécu, mais survivre loin de tous n'était pas une guérison. La reconnaissance arrive lorsqu'une personne lui demande autre chose que de prouver sa force. Sarah ne lui promet pas une récompense. Les mercenaires ne lui offrent pas un nouveau métier. Les combattants Karen ne peuvent pas effacer son histoire. Chacun lui renvoie pourtant une partie de lui-même. La compassion, la compétence, la colère contre l'oppression et le besoin d'appartenir. En réunissant ces fragments, Rambo comprend qu'il peut encore choisir ce qu'il fait de sa nature. Il n'est pas condamné à n'être qu'une réaction aux ordres ou aux attaques. Voilà pourquoi la dernière image reste si satisfaisante malgré toutes les réserves que l'on peut avoir. Elle ne transforme pas la souffrance en leçon facile. Elle ouvre une porte étroite. Après avoir passé le film à traverser des territoires dangereux pour ramener les autres, Rambo se ramène lui-même. Il devient à la fois le sauveteur et la personne perdue. Cette idée donne au récit une unité émotionnelle que son apparente simplicité cachait. Et lorsque le thème musical accompagne ses pas, la nostalgie n'est plus seulement le plaisir de reconnaître une mélodie. Elle devient la mémoire de tout ce que le personnage a traversé depuis sa première apparition. Nous ne regardons pas un héros repartir vers une nouvelle explosion. Nous regardons John Rambo avancer vers son nom, son origine et une possibilité de paix. Pour quelques secondes au moins, le soldat cesse de marcher vers la guerre. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ce quatrième chapitre continue de provoquer des réactions aussi fortes. Il est trop brutal pour devenir un simple film réconfortant, trop sincère pour être rejeté comme un produit cynique et trop direct pour se cacher derrière de grandes explications. Il expose ses convictions, ses contradictions et ses blessures. Puis il laisse chacun décider si cette traversée valait la peine. Pour ma part, ce qui reste n'est pas le nombre de tirs ni la taille des explosions. C'est le contraste entre deux démarches. Au début, Rambo s'éloigne de tout ce qui pourrait lui demander de ressentir. À la fin, il marche volontairement vers un lieu chargé de mémoire. Entre les deux, il a sauvé des vies, mais il a surtout découvert que la sienne n'était peut-être pas terminée. Et pour un personnage défini si longtemps par la survie, cette découverte ressemble enfin à un commencement.